Le 6 juin 1944, à 6h47 du matin, sur la plage d'Omaha, en Normandie, 14 hommes, trempés jusqu'aux os, rampent dans le sable froid sous un déluge de balles. Ils sont censés être des remplaçants inutiles, renvoyés à l'arrière par leurs officiers. Mais là, à cet instant, ils sont les seuls entre la mer déchaînée et une falaise hérissée de mitrailleuses allemandes. En face, plus de 2000 soldats alliés gisent déjà, fauchés en quelques minutes. La marée monte, engloutissant les corps et les obstacles. Ces 14-là n'ont pas d'ordre, pas de renfort, seulement leurs fusils et une côte qui semble impossible à franchir. Dans moins de 5 minutes, une salve d'obus va transformer cette plage en enfer absolu. Et pourtant, quelque chose va basculer. Reculons de quelques heures, avant l'aube sur le destroyer USS Harding, ancré au large des côtes françaises. Le sergent-chef Jack Harlan, 32 ans, originaire du Kansas, fixe l'horizon noir. Il n'est pas un héros de pamphlet, juste un fermier qui a enrôlé quand les Japs ont bombardé Pearl Harbor. Harlan mesure 1,85 m, épaules larges, main calleuse d'avoir labouré la terre avant de serrer des crosses de M1 Garand. Ces hommes l'appellent le Roc, pas pour sa force brute, mais parce qu'il ne bronche pas quand le monde s'effondre. Harlan commande une unité de la 29e division d'infanterie américaine. 14 soldats, tous volontaires pour ce jour J, pas des bleus frais émoulus de l'entraînement. Chacun porte les cicatrices d'avant. Harlan lui-même a vu du pays en Afrique du Nord, en 1943. À Catherine Pass, son peloton s'est fait encercler par les panzers de Rommel. 24 heures sans eau, sous un soleil qui cuisait la peau. Il a sorti ses gars de là en rampant à travers un champ miné, un par un, en comptant les explosions comme un tic-tac. On avance ou on crève, leur avait-il dit. Simple, direct. C'est son mantra. Parmi eux, le caporal Eddie Ruiz, 28 ans, de Los Angeles. Fils d'immigrés mexicains, il a bossé dans les usines d'avions avant la guerre. Ruiz est le tireur d'élite du groupe. Ses yeux sombres scrutent toujours les ombres. En Sicile, l'année d'avant, il a abattu un officier ennemi à 800 mètres, sous un feu croisé qui a rasé sa position. Blessé à l'épaule, il a continué à tirer jusqu'à ce que le sang trempe son uniforme. Pas le choix, marmonne-t-il souvent. Harlan le respecte pour ça. Ruiz ne parle pas pour rien dire. Puis, il y a le soldat Tom Riley, 24 ans, irlando-américain de Boston. Petit gabarit, mais rapide comme l'éclair. Il porte le radio, un SCR 536 qui pèse 1 tonne sur son dos. Riley a débarqué en Italie, à Salerne. Là, son unité a tenu une colline contre une contre-attaque allemande pendant 3 jours. Sans munitions, ils ont jeté des grenades à la main, puis des pierres. Riley a vu son meilleur ami se faire emporter par une mine, les jambes arrachées nettes. Il n'a pas pleuré. Il a juste continué à appeler les renforts, voix ferme malgré les parasites. « La ligne tient », répétait-il dans le micro. Les autres suivent le même moule. Le sergent adjoint Mike Kowalski, polonais de Chicago, expert en explosifs. Il a fait sauter un bunker à Anzio sous un déluge d'artillerie qui a tué la moitié de son escouade. Le privé Leroy Jackson, noir de Détroit, conducteur de Jeep. En Tunisie, il a évacué des blessés sous un tir de mortier, slalomant entre les cratères comme un pilote de course. Chacun a frôlé la mort. Chacun sait ce que c'est que de décider en 1 seconde, tirer ou courir, couvrir un frère ou sauver sa peau. Ce matin-là, sur le Harding, l'air est chargé d'iode et de nausées. Les hommes sont entassés dans la cale, harnachés de 100 kilos d'équipement. Fusils, munitions, grenades, rations pour 3 jours. Harlan passe en revue son groupe, pas de discours enflammé. Juste un regard, un hochement. On y va, ensemble. Les moteurs vrombissent, les vagues cognent la coque comme des poings. À 5h30, ils montent dans les barges Higgins, ces coquilles de noix qui dansent sur la houle. Le vent hurle. La mer est noire, parsemée d'écume blanche. Les obus des cuirassés alliés commencent à pleuvoir sur la côte. Des éclairs oranges illuminent l'horizon. Harlan sent le sel piquer ses lèvres gercées. Ruiz vérifie son fusil. Calibre 30-06. Lunettes embuées. Riley teste la radio. Statique, puis un crachotement. HQ, ici Bravo 7, prêt pour le touchdown.
Kowalski tripote ses charges de TNT, les doigts noircis par la cordite. Jackson serre les dents, main sur le volant imaginaire de la barge. À 6h20, les rampes s'abaissent. L'eau glacée envahit les coques. Les hommes sautent, pataugeant dans les vagues qui leur arrivent à la poitrine. Les balles sifflent déjà, traçantes vertes des MG-42 allemandes perchées sur les falaises. Omaha est un piège. Des centaines de soldats tombent avant même de toucher le sable. Les barges explosent autour d'eux. Harlan crie « Avancez! Ne regardez pas en arrière !» Mais les officiers, depuis les postes de commandement flottants, voient le carnage. Par radio, l'ordre tombe. Unité de réserve, retournez à la ligne de départ. On ne peut pas les envoyer à l'abattoir. Harlan reçoit le message sur la radio de Reilly. Renvoyez, réserve inutile. Les 14 hommes s'arrêtent net dans l'eau, ballottés par les vagues. Autour, les corps flottent, visages figés dans l'horreur. Des centaines de morts en quelques minutes. La plage est un mur de feu, à 200 mètres. Les falaises, hautes de 30 mètres, crachent la mort. 2500 hommes prévus pour ce secteur, et déjà la moitié est à terre. Les renforts principaux sont bloqués par les mines et les hérissons tchèques. Harlan fixe la côte. Ses hommes le regardent. Pas de panique dans leurs yeux. Juste une question muette. Il jette un œil à sa montre. 6h40. La marée monte vite. Dans 7 minutes, la plage sera sous l'eau, emportant les blessés et bloquant tout. Ruiz murmure « On y va quand même, sergent !» Kowalski hoche la tête, serrant une grenade. Reilly éteint la radio. Jackson crache dans l'eau. Les 14 se regroupent, épaule contre épaule. Harlan ne dit rien. Il pointe la plage. Ils repartent, nageant contre le courant, ignorant l'ordre. Le sable les accueille enfin froid et collant. Les balles fouettent l'air, soulevant des geysers autour d'eux. Ils rampent, fusil en avant. Un obus explose à 10 mètres, projetant du sable et des éclats. Harlan sent la chaleur sur sa nuque. « Couvrez-moi », dit-il calmement. Ruiz vise, tire. Un cri allemand en écho. La falaise est là, à 100 mètres. Les mitrailleuses balaient la plage en arc mortel. Mais ces 14 avancent, pas par héroïsme, par habitude, par ce qu'ils ont déjà vécu. La tension monte. Chaque vague les rapproche du bord. Les sons emplissent l'air, le crépitement des tirs, les hurlements des blessés, le grondement des vagues. Harlan sait que la décision est prise. Ils ne sont plus une réserve, ils sont la brèche. Et dans ces minutes qui s'étirent, le destin de la bataille bascule sur leurs épaules. Les 14 rampent plus vite. Le sable colle à leurs uniformes trempés, un mélange de sel et de sang. Harlan en tête, il trace une ligne droite vers les premiers obstacles. À sa droite, un hérisson tchèque, ses barres d'acier rouillées, bloquent le passage. Des corps s'y accrochent encore, inertes, les vagues les berçant comme des poupées brisées. Une balle ricoche près de sa botte, soulevant un jet de sable fin. Il ne s'arrête pas. « Restez bas », murmure-t-il. Sa voix porte à peine au-dessus du chaos. Derrière lui, Ruiz ajuste sa position. Il pose son fusil sur un monticule de sable, l'œil collé à la lunette. La falaise se dresse, silhouette grise sous la fumée. Il repère une MG-42, nichée dans une casemate à mi-hauteur. Le canon crache, un staccato infernal. Ruiz expire lentement, tire. Le recul secoue son épaule blessée. Un Allemand bascule par-dessus le bord, son cri perdu dans le vent. « Un de moins », dit-il simplement. Harlan hoche la tête sans regarder. Ruiz a déjà fait ça. En Sicile, sous un bombardement qui avait transformé la colline en lune criblée, il avait tenu seul un flanc pendant que les autres fuyaient. Ces balles avaient ralenti une compagnie entière, assez pour que les tanks alliés passent. Pas de médaille pour ça, juste la survie. À gauche, Kowalski progresse à 4 pattes, son sac d'explosifs cognant contre son dos. Il évite un cratère fumant, vestige d'un obus naval. L'air pue la cordite et la chair brûlée. Un soldat allié, à 20 mètres, agonise, les mains pressées sur son ventre ouvert. Kowalski ne détourne pas les yeux. Il sait ce que c'est. À Anzio, en janvier 1944, son équipe avait escaladé une dune sous un tir d'artillerie qui tombait toutes les 30 secondes. Il avait posé ses charges sous un bunker, les doigts gelés, pendant que les éclats fauchaient ses copains.
Un éclat lui avait entaillé la joue, laissant une cicatrice en croissant de lune. Il avait allumé la mèche et couru. L'explosion avait ouvert une brèche de 10 mètres, sauvant un bataillon. « Les bunkers tombent, si on les force !» grommelle-t-il maintenant en sortant une grenade. Il la lance vers un nid de mitrailleuses bas. L'explosion fait trembler le sol. 2 Allemands jaillissent, criant en allemand. Reilly les abat d'une rafale courte. Reilly, le radio, halète sous le poids de son équipement. Le SCR 536 grésille sans cesse, des ordres paniqués de l'arrière. « Reculez, c'est un massacre !» Il l'éteint d'un geste sec. Pas le temps. En Italie, à Salerne, il avait porté ce même sac pendant une retraite forcée. Les Allemands avaient contre-attaqué avec des half-track, mitrailleuses lourdes en avant. Sa radio avait pris une balle, fondue sur place. Il en avait volé une autre à un mort et appelé un barrage d'artillerie qui avait stoppé l'assaut net. 300 mètres de terrain sauvés pour le prix de 5 amis. Ici, sur Omaha, il sent la même urgence. « Sergent, la marée nous rattrape », dit-il. Harlan jette un œil. L'eau monte, léchant les obus non explosés. Encore 4 minutes avant que la plage ne devienne un piège mortel. Jackson, le conducteur, aide un blessé à se traîner. Un gamin de la 116e régiment, jambes brisées, visage blême. Jackson le hisse sur son dos sans un mot. En Tunisie, il avait fait pareil. Son jeep avait traversé un champ de mines sous un feu de mortier, évacuant 7 hommes en 1 heure. Les roues avaient sauté sur des détonations, le châssis criblé. Il avait tenu le volant d'une main, l'autre sur l'accélérateur, en comptant les secondes. « On laisse personne », avait-il juré à Harlan ce jour-là. Maintenant, avec ce poids supplémentaire, il avance en zigzag, évitant les balles qui labourent le sable. Un éclat d'obus frôle son casque, arrachant un bout de métal. Il continue. Les autres suivent, un mur d'hommes unis. Le privé Sam Carter, texan costaud, porte le fusil mitrailleur Barr. Il couvre le groupe, arrosant la falaise en courte rafale. En Afrique, à Kasserine, il avait tenu un col avec Harlan. Les Panzers avaient foncé, chenilles grondantes. Carter avait vidé 3 chargeurs, ralentissant l'avance assez pour que les ingénieurs posent des mines. Son bar avait surchauffé, le canon rouge. Il l'avait plongé dans l'urine de sa gourde pour le refroidir. « Ça brûle, mais ça tire », avait-il ri après. Pas de rire aujourd'hui. Juste le clic des mécanismes. La progression est lente, impitoyable. 50 mètres parcourus. Les corps s'entassent autour. Plus de 1000 morts maintenant, d'après les estimations radio que Reilly a captées avant de couper. Les falaises crachent encore, mais les tirs se concentrent sur les barges qui approchent. Une chance. Harlan le sait. Il signale une pause près d'un obstacle submergé. L'eau clapote à leurs chevilles. Kowalski prépare les charges pour l'ascension. Ruiz couvre le flanc gauche. Les hommes acquiescent. Mouvement précis malgré la fatigue. Chacun a déjà grimpé sous le feu. Le caporal Pete Novak, d'origine tchèque, a escaladé une paroi rocheuse en Sicile, avec des cordes improvisées en ceinture. Les Allemands avaient jeté des grenades depuis le haut. Il avait perdu 2 doigts, écrasés par une pierre. Pourtant, il avait planté un drapeau allié au sommet. Soudain, un sifflement. Obus incoming, Harlan crie « À terre !» L'explosion déchire l'air à 15 mètres, projetant sable et membres. Un des leurs, le jeune privé Billy Hayes, est touché. Éclat dans le dos. Il tombe face contre terre, sans un son. Harlan le retourne, vérifie le pouls. Fait. Avancez, dit-il calmement. Pas de temps pour les larmes. Ils repartent, laissant Hayes aux vagues. La plage rétrécit. L'eau monte à mi-jambe. Les mitrailleuses reprennent, plus proches. Une balle effleure le bras de Ruiz, déchirant la manche. Du sang coule, chaud. Il bande vite, avec un bout de tissu. « Rien de grave », marmonne-t-il. Comme à Salerne, où une balle l'avait traversé l'épaule sans l'arrêter. 30 mètres de la base de la falaise, le mur vertical, hérissé de barbelés et de pièges. Harlan évalue, une brèche possible là où un obus a éboulé une section. Mais les Allemands le voient maintenant. Une salve descend, balayant le sable. Les 14 se plaquent, tirant en réponse. Le bruit est assourdissant. Rafale, explosion, cris. Harlan sent son cœur battre régulier. Il a déjà mené des assauts comme ça, à Kasserine sous les Panzers,
Et il avait ordonné une charge qui avait surpris les Allemands. 20 survivants sur 50, mais le col tenu. Ici, c'est pareil. Plus grand, plus définitif. Kowalski fixe les charges au pied de la roche. Prêt, sergent. Harlan compte. 10 secondes. L'explosion doit ouvrir un chemin sans tout faire s'effondrer. La tension palpe l'air. Les balles sifflent plus fort. Reilly murmure une prière rapide, comme à Anzio quand il avait vu son unité décimée. Jackson serre les dents, portant toujours le blessé qui gémit faiblement. Ruiz vise, abat un sniper qui émerge d'une fente. Le corps dégringole, heurtant les rochers. L'explosion retentit, un craquement sourd, puis un nuage de poussière. La falaise tremble. Des pierres tombent, mais la brèche s'ouvre. Un sentier étroit, pentu, vers le sommet. Harlan se lève le premier. « Suivez-moi, pas de bruit !» Les 14 se lèvent, fusils levés. L'ascension commence. Chaque pas est une lutte contre la gravité et la peur. Les Allemands réagissent, tirs descendant en cascade. Mais ils montent, inexorables. Le sommet est à portée, et avec lui, la clé de la bataille. Les 14 s'accrochent à la roche friable. Harlan en tête, mains agrippées aux prises naturelles formées par l'explosion. La poussière retombe en pluie fine, collant à la sueur et au sang. Chaque mètre gagné est un combat. Les balles des Allemands zèbrent l'air, ricochant sur les parois avec un sifflement aigu. Un éclat frôle l'épaule de Carter, qui grogne mais continue à grimper, son bar calé dans le dos. La falaise mesure 30 mètres. Ils en ont fait 10, 20 à parcourir. Le vent du large fouette leur visage, portant l'odeur de la poudre et de la mer. Harlan sent la roche céder sous ses doigts. Il se hisse d'un geste sec, ignorant la brûlure dans ses muscles. À Kasserine, il avait escaladé un ravin sous les tirs des panzers, portant un blessé sur l'épaule. Les chenilles avaient grondé à 100 mètres, soulevant des nuages de poussière ocre. Il avait compté les secondes, 30 pour atteindre le sommet ou la mort. Ses hommes l'avaient suivi, un par un, évitant les éclats qui labouraient la terre. « On ne s'arrête pas », avait-il dit alors. Même mantra ici. Il tourne la tête, vérifie, tous présents. Moins Hayes, perdu en bas. Mais les 13 restants tiennent. Ruiz est juste derrière, fusil attaché en bandoulière. Il grimpe avec une économie de mouvement, économisant son souffle pour viser si besoin. Ses yeux scrutent les fentes dans la roche, là où les Allemands pourraient se cacher. En Sicile, il avait monté une pente raide sous un bombardement de Stukas, les sirènes hurlant comme des banshees. Une bombe avait éclaté à 5 mètres, le projetant au sol, oreilles bourdonnantes. Il s'était relevé, avait tiré sur un pilote qui sautait en parachute. La balle l'avait cueilli en plein vol. Pas de quartier, avait-il pensé. Aujourd'hui, il repère un casque allemand qui émerge d'une crevasse. Il sort son colt, tire d'une main, accroché de l'autre. Le corps bascule et tombe en tournoyant vers la plage en contrebas. Un de moins. La brèche reste viable. Kowalski suit, sac d'explosifs allégé mais toujours lourd. Il pose les pieds avec soin, évitant les zones instables. La cicatrice sur sa joue tire sous l'effort. À Anzio, il avait grimpé un talus gelé pour placer des mines sous un char Tiger. Les chenilles avaient patiné à 20 mètres, le moteur rugissant. Ses mains avaient saigné sur les cordes de fortune. Mais il avait armé les détonateurs. L'explosion avait soulevé le monstre de 10 mètres, flammes oranges léchant le ciel. Ses copains en bas avaient applaudi, mais 5 n'étaient plus là. Kowalski extrait une grenade maintenant, la coince dans sa ceinture. « Si on bloque, je fais sauter le passage », murmure-t-il à Novak, qui grimpe à sa droite. Novak hoche la tête, ses moignons de doigts serrant la roche. En Sicile, il avait perdu ses doigts sur une grenade lancée d'en haut. Pourtant, il avait continué, plantant des piquets pour les autres. « La douleur passe », dit-il bas. Kowalski approuve. Ils avancent. En bas, Reilly porte toujours le radio, mais aussi le blessé que Jackson a passé. Le gamin gémit à chaque secousse, sa jambe pendant comme un poids mort. Reilly sent ses bras trembler, mais il serre les dents. À Salerne, il avait escaladé une olive sous un feu de mortier, le SCR 536 cognant contre les branches.
Une explosion avait tué le type devant lui, le corps retombant en morceaux. Rayleigh avait appelé les cohorts pour un tir de 105 mm, voix calme malgré le chaos. Les obus étaient tombés pile, stoppant une platoon allemand. La ligne tient, avait-il radio. Ici, il éteint le poste pour de bon. Pas d'ordre qui les renvoie. Le sommet compte. Il hisse le blessé d'un cran. Continue. Jackson, libéré, couvre le flanc droit, son fusil prêt. En Tunisie, il avait grimpé un dune pour repérer une colonne ennemie. Jeep abandonné en bas. Les mortiers avaient plu, mais il avait compté les camions. 12. Info transmise, bombardement naval appelé, la colonne vaporisée. Jackson vise maintenant une ombre sur la paroi. Tire. Un cri étouffé. Touché. Carter, avec son bar, alterne grimpe et couverture. Il s'arrête, appuie l'arme sur une saillie, arrose la casemate en haut. Les balles traçantes montent en arc jaune. Des éclats pleuvent, forçant les Allemands à se baisser. À Kasserine, Carter avait fait pareil sur un col, son bar crachant 600 coups par minute contre des half-tracks. Le métal avait chauffé, mais il avait tenu, ralentissant l'assaut jusqu'à l'arrivée des Sherman. « Ça tire encore », avait-il dit en rechargeant. Ici, il vide un chargeur, le métal cliquetant. 3 Allemands tombent de la corniche, corps inertes heurtant la roche. Les 14 profitent, 15 mètres de plus, la moitié du chemin. Le privé Leroy Jackson alterne avec les autres, aidant Novak quand il glisse. Ses muscles saillent sous l'uniforme déchiré. En Tunisie, il avait porté un officier blessé sur 2 kilomètres de terrain miné, évitant les cratères fumants. Les balles sifflaient, mais il avait couru, comptant les pas, 100, 200. L'officier avait survécu, lui, une égratignure au mollet. « On porte les nôtres », dit-il à voix basse. Novak acquiesce, se hisse. Le groupe est une chaîne. Un tire, un couvre, un pousse l'autre. Pas de mots inutiles, juste des gestes. Soudain, un grondement. Pierre qui dévale. Harlan crie « Attention !» Une section de la falaise s'effrite sous les tirs, délogée par une grenade allemande. Des rochers gros comme des ballons tombent, rebondissant. Ruiz esquive de justesse. Une pierre lui écorche le bras. Du sang frais coule, mélangeant à l'ancien. Il jure en espagnol. Continue. Comme en Sicile, où un ébouli avait enseveli son sniper partner. Il l'avait déterré seul sous le feu et fini le job. Pas fini, marmonne-t-il. 25 mètres. Le sommet se profile, silhouette dentelée contre le ciel gris. Les mitrailleuses hurlent plus fort, mais les 14 sont presque invisibles dans les ombres de la brèche. Harlan sent l'air changer, moins salé, plus chargé de fumée. Il sait que là-haut, les bunkers contrôlent la plage entière. Prendre un, c'est ouvrir la voie au renfort. Les obus navals tonnent au loin, secouant la côte. La marée en bas monte, noyant les corps. Plus de temps. Ils accélèrent, main saignante, souffle court. Kowalski repère un piège, barbelé tendu en travers d'une fissure. Il sort ses cisailles, coupe nette. Les fils cèdent avec un claquement. À Anzio, il avait désamorcé un champ de ce genre sous les projecteurs ennemis, cœur battant à 100 à l'heure. Une alarme avait sonné, mais il avait fini, sauvant son peloton. « Libre », dit-il. Le passage s'ouvre. Rayleigh hisse le blessé les derniers mètres, le dépose près d'une corniche. Le gamin respire encore, faiblement. « Tenez bon », lui dit Rayleigh. Comme à Salerne, où il avait bandé un copain sur le champ, pendant que les half-tracks passaient à 10 mètres. 30 mètres. Le bord. Harlan passe la tête, voit les casemates. Béton armé. Canon pointé sur la mer. Des Allemands courent, rechargeant. Il fait signe. Les 14 émergent, fusils levés. Une salve les accueille. Balles claquant sur la roche. Carter répond, son bar rugissant. 2 ennemis à terre. Ruiz vise l'opérateur de la MG-42. Tire. Le canon s'arrête. Kowalski lance une grenade dans la fente d'un bunker. Explosion étouffée. Cri dedans. Jackson et Novak couvrent les flancs, abattant un tireur qui surgit. Le chaos explose. Les 14 chargent le dernier tronçon, rampant sur le plateau herbeux. Harlan en avant, M1 à l'épaule. Une balle lui effleure le casque, sonnant comme un gong. Il tire,
touche un officier qui hurle des ordres en allemand. Les autres suivent, un mur de feu et de volonté. Reilly rallume la radio enfin. HQ, ici Bravo 7. On a la falaise. Envoyez les tanks. Statique puis un reçu, Godspeed. Le bunker principal craque sous les charges de Kowalski. Il les pose, allume la mèche, 10 secondes. L'explosion déchire le béton, ouvrant une brèche béante. Les Allemands fuient, tout tombe. Harlan entre le premier, grenade en main, 3 ennemis dedans, surpris, rafale courte, fini, dehors. La plage s'ouvre, la voie libre pour les Alliés. Les 14 halètent, couverts de poussière et de sang. Pas de cri de victoire. Juste le silence après la tempête. La bataille tourne, leur faute ou leur choix. Le silence s'installe sur le plateau de la falaise. Harlan essuie la poussière de son visage, le souffle encore court. Autour de lui, les 13 survivants reprennent leur souffle. Le bunker principal fume, ses murs béants comme une gueule ouverte. Dedans, 3 corps allemands gisent, raides. Dehors, le vent porte les échos lointains, le crépitement des tirs qui faiblit sur la plage, le grondement des vagues qui montent. Reilly range sa radio, l'antenne pliée. « Ils arrivent !» dit-il simplement. Pas de joie, juste le fait. En bas, sur Omaha, le chaos change de forme. Les obus navals continuent de pleuvoir. Mais maintenant, les tirs alliés se concentrent sur les casemates restantes. Les 14 ont ouvert la brèche. Les mitrailleuses allemandes, privées de leur angle de vue, balaient moins large. Des barges approchent enfin, rampes baissées, sans être fauchées net. Les soldats de la 116e et de la 29e débarquent, pataugeant dans l'eau qui monte à la taille. 100-200 hommes, puis plus. Ils voient la falaise, fumée qui s'élève, drapeau allié improvisé sur un mât bricolé, avec une baïonnette et un bout de chemise. Harlan descend le regard. La plage est un cimetière. 2500 débarqués ce matin et déjà 1500 à terre. Corps entassés contre les hérissons, face dans le sable rouge. Les blessés gémissent, voix étouffées par la marée qui les lèche. Un ingénieur allié en bas hurle des ordres. « Par la brèche, suivez le sentier !» Les premiers renforts grimpent, fusils en bandoulière, évitant les rochers éboulés. Ils atteignent le plateau en 10 minutes. Un capitaine, visage noirci de fumée, serre la main de Harlan. « Vous avez tenu. Sans vous, on était foutus. » Harlan hoche la tête. Pas de réponse. Il sait ce que ça coûte. Les survivants des 14 s'activent. Kowalski fouille les bunkers, récupère des munitions allemandes, caisses de MP-40, grenades à manche. Il en distribue, geste mécanique. Ruiz bande son bras. Le tissu improvisé déjà taché. Il aide un blessé allié à s'asseoir, lui tend une gourde. Le gamin, celui que Jackson portait, respire encore, pâle comme un linge. Reilly l'a traîné jusqu'ici, et maintenant un médic du renfort le prend en charge. « Il vivra », dit le doc. Reilly ne répond pas. Il pense à Salerne, où 5 comme lui n'avaient pas tenu. Jackson descend aider en bas, avec Novak et Carter. Il guide les colonnes montantes, pointant les pièges restants, mines enfouies, barbelés cachés. La falaise grouille maintenant. 200 hommes au sommet en 1 heure. Les Allemands contre-attaquent, un peloton émergeant des tranchées adjacentes. Tirs croisés, grenades qui roulent. Carter pose son bar, arrose en rafale contrôlée. 5 ennemis tombent, le reste fuit vers l'intérieur des terres. « On les a », dit Carter. Son canon fume encore, les renforts consolident, sacs de sable empilés, mortiers installés. La position tient. À midi, le soleil perce les nuages bas. La radio de Reilly grésille sans arrêt. Ordre de la hiérarchie. Bravo 7, maintenez la tête de pont. Tank en approche. Les premiers Shermans alliés, largués plus loin, roulent sur la plage libérée. Leurs chenilles écrasent les obstacles, canons pointés sur les falaises voisines. Omaha n'est plus un piège. Les Allemands reculent. Leurs lignes craquent sous la pression. Harlan compte. De la brèche qu'ils ont ouverte, 500 mètres de plage sont maintenant sécurisés. Des milliers de vies sauvées, indirectement. Pas par magie, par ses premiers pas dans le sable. Les corps s'accumulent. En bas, les équipes de récupération alignent les morts. Américains, Anglais, quelques Canadiens des barges adjacentes.
1800 confirmés, d'après les rapports radio. Les Allemands en ont perdu 200 sur ce secteur, bunkers pris ou évacués. Les 14 ont compté leurs propres pertes. Hayes en bas et maintenant un autre, le privé Frank Dillon, touché par un éclat pendant l'assaut final. Il gît près du bunker, poitrine immobile. Harlan pose une main sur son épaule, un instant, puis il se relève. Enterrez-le bien. Les survivants creusent une fosse sommaire avec des pelles volées aux ennemis. Pas de prêtre. Juste un salut militaire, fusil renversé. Les réactions montent des rangs. Un général de division depuis un PC flottant passe par radio. Harlan, votre unité a inversé le sort d'Omaha. Rapportez-vous au QG pour débrief. Pas de médailles immédiates, juste l'ordre de tenir. Mais les hommes en bas, ceux qui débarquent, savent. Un sergent de la 2e division, grimpant avec son peloton, frappe l'épaule de Ruiz. « Tireur, t'as sauvé mon frère là-dessous. » Ruiz hausse les épaules. « On fait ce qu'on peut. » Kowalski rit sec pour la première fois. Et on le fait bien. Les rires se propagent, nerveux, libérateurs. La tension se brise un peu. Les rations circulent. Chocolat Hershey, cigarettes Lucky Strike. Les survivants mangent assis sur les rochers, fusils à portée. L'après-midi, les contre-attaques allemandes s'intensifient. Des 90 mm tonnes depuis l'intérieur. Obus qui sifflent au-dessus. Mais la brèche tient. Les 14, renforcés, repoussent 2 assauts. Harlan dirige, voix calme. Ruiz, flanc gauche. Kowalski, mine sur le sentier. Chaque homme reprend son rôle comme avant. Jackson conduit un half-track capturé, chargeant des blessés vers l'arrière. Il slalome entre les cratères, comme en Tunisie, mais cette fois avec des vivants qui crient de merci. Riley coordonne l'artillerie. Feu sur coordonnées 47-22. Les 105 mm répondent, secousses qui font trembler la falaise. Une batterie allemande est réduite au silence. Vers le soir, le général Omar Bradley arrive par barge, escorté. Il monte, bâton en main, uniforme impeccable malgré la boue. Il s'arrête devant Harlan et les autres. « Soldats, vous étiez renvoyés. Vous avez choisi autrement. Ça a sauvé la tête de pont. » Il serre les mains une par une. À Harlan, « Distinguished Service Cross pour vous et votre unité. » Pas de discours long. Juste la médaille promise et un regard qui dit le reste. Les hommes hochent la tête. Ruiz touche la sienne. Déjà une Purple Heart d'Italie. Kowalski plaisante. Enfin reconnus comme des réservistes utiles. Rires étouffés. La nuit tombe. Les feux alliés illuminent la côte. Omaha est prise, au prix de 3000 morts au total ce jour-là. Mais la 5e corps avance, vers Saint-Lô, vers la libération. Les 14, assis autour d'un feu de fortune, partagent des cigarettes. Harlan fixe l'horizon, où les lumières des renforts clignotent. Pas de regret. Juste la fatigue qui s'installe. Ils ont changé le cours. Pas par gloire, par choix, dans le feu. Les jours suivants, les rapports officiels circulent. Le haut commandement note « Unité Harlan, 29e division, a sécurisé WN-62 à WN-64, permettant l'expansion du secteur est d'Omaha. Des lettres partent pour les familles, héros discrets, mentionnés dans les dépêches. Mais pour eux, c'est simple. La guerre continue. La falaise prise n'est qu'un pas, vers plus de sang, plus de décision. Harlan allume une cigarette, expire la fumée dans le vent froid. Demain, on avance. Le soleil se couche sur la Normandie, peignant la falaise en rouge sombre. Harlan et ses 12 survivants, 13, moins Hayes et Dillon, sont assis en cercle, dos contre les sacs de sable fraîchement empilés. La fumée du bunker principal s'élève encore, un pilier gris dans le ciel clair. En bas, la plage d'Omaha respire enfin. Les barges déversent des vagues d'hommes, la 29e division, renforcée par des éléments de la 2e et de la 5e corps. Plus de 5000 soldats ont débarqué dans l'après-midi, profitant de la brèche ouverte par ces 14. Les hérissons tchèques sont démontés, les mines neutralisées par des équipes d'ingénieurs qui suivent les traces de Jackson et Kowalski. Harlan allume une autre cigarette, le briquet Zippo cliquetant dans le silence relatif. Autour de lui, les hommes boivent du café tiède volé aux réserves allemandes.
Ruiz nettoie son fusil, les gestes lents, son bras bandé suintant encore. Il a abattu 8 ennemis aujourd'hui, dont le chef de casemate. Pas un record, juste nécessaire. Kowalski démonte une grenade à manche, récupère la poudre pour des charges improvisées. Sa cicatrice brille sous la sueur. Rayleigh écoute la radio en veille. Des voix calmes maintenant, ordre fluide. Secteur Est sécurisé, avancez vers Vierville. Le gamin blessé, celui qu'ils ont porté, est évacué par hélicoptère. Un de ces nouveaux Sikorsky qui bourdonnent au large. Il vivra, dit le médic. Un point pour eux. Les corps sont comptés. Sur la plage, les équipes de la Croix-Rouge alignent les draps blancs. 2400 Américains tués ou blessés graves ce 6 juin. Omaha a coûté cher, 10% des forces du jour J, en une matinée. Les Allemands en ont laissé 300 sur les falaises, bunkers pris d'assaut ou évacués dans la panique. Les 14 en ont perdu 2. Hayes, englouti par la marée avec son dos criblé. Dillon, fauché par un éclat au sommet, son corps enveloppé dans une toile de tente. Les survivants creusent 2 tombes au pied de la brèche, pelles enfoncées dans la terre dure. Pas de croix élaborée, juste des casques posés dessus, et un « Américain » gravé à la baïonnette. Harlan supervise, voix basse. Enterrez-les face à la mer, ils l'ont traversée. Les hommes hochent la tête, terre collant à leurs mains. Jackson finit le premier trou, essuyant la sueur. Il pense à ces évacuations en Tunisie où les tombes étaient anonymes sous le sable. Ici, c'est pareil. La guerre ne change pas. Les réactions montent des rangs inférieurs. Un peloton de la 116e, qui a grimpé par le sentier qu'ils ont tracé, apporte des rations et des bandages. Un lieutenant, un gosse de 20 ans avec un œil bandé, s'approche de Harlan. « Sergent, sans votre charge, on était encore dans l'eau. Mon unité entière vous doit ça. » Harlan serre la main, ferme. « Faites juste avancer. » Pas de plus. Ruiz reçoit une claque dans le dos d'un tireur rival. « 8 à ton actif. T'as ouvert la vue pour nous. » Ruiz hausse les épaules, allume une Lucky Strike. La lunette aidait. Kowalski rit, montrant une MP40 capturée, et ça pour les prochaines. Les rires fusent, courent, comme un relâchement. Carter recharge son bar, canon encore tiède. Il a couvert la retraite allemande, abattant un officier qui visait Rayleigh. « Il court maintenant, dit-il. Les renforts hochent la tête, respect dans les yeux. Ces 14 n'étaient pas censés être là. Ils l'étaient. À 20 heures, un jeep remonte le sentier, Fares masqué. Le colonel de la 29e en sort, carte sous le bras. Il réunit Harlan et les autres près du bunker effondré. « Votre radio a été entendue au QG. Omaha Est est à nous grâce à vous. Les tanks roulent déjà vers les routes intérieures. » Il déplie la carte. La brèche mesure 400 mètres de large maintenant, avec des mortiers alliés installés. Les Allemands reculent sur 2 kilomètres. Leurs 80 mm réduits au silence par les cuirassés au large. Le colonel cite les chiffres. 5000 hommes en position. Sans votre falaise, on perdait le secteur entier. 2 divisions bloquées. Harlan écoute, impassible. Il sait les coups, les corps en bas, les hurlements qui persistent dans l'air. « On a fait ce qu'il fallait, » dit-il. Le colonel approuve, épingle une Silver Star provisoire sur son uniforme déchiré. Aux autres, Purple Hearts pour les blessés, mention pour tous. De Bradley lui-même, vous rentrez au rapport demain. La nuit s'épaissit. Les projecteurs alliés balaient la côte, repoussant les patrouilles allemandes. Rayleigh capte des messages. La première division prend du terrain à l'ouest. Utah Beach avance. Omaha n'est plus le maillon faible. Les survivants montent la garde en roulement, fusils pointés sur l'intérieur des terres. Novak, avec ses doigts manquants, charge des chargeurs pour Kowalski. « On recommence demain », murmure-t-il. Kowalski hoche la tête. En Anzio, après leur bunker, c'était la même. Une nuit calme, puis l'assaut suivant. Jackson conduit des jeeps pour évacuer les derniers blessés, phares éteints, slalomant dans les cratères. Il en sauve 12 cette nuit, comme en Tunisie, mais avec la marée qui a tourné en allié. Au lever du jour, le 7 juin, les premiers rapports officiels arrivent par pigeons voyageurs et radio. Le haut commandement note, unité de réserve Harlan, renvoyée à 6h40,
à ignorer l'ordre et sécuriser WN62 à WN64. Impact, expansion de la tête de pont de 3 km en 24 heures. Pertes ennemies estimées à 400. Les familles recevront des télégrammes. Votre fils a contribué à la prise d'Omaha. Pas de détails, juste héros. Harlan lit le sien pour Hayes et Dillon, plie le papier. Il le range dans sa poche, avec les lettres de chez lui. Les 14, ou ce qu'il en reste, avancent avec la colonne, vers l'intérieur, où les haies bocagères attendent. Pas de pause. La guerre ne s'arrête pas sur une falaise. Harlan marche en tête, M1 à l'épaule. Ses hommes suivent, fatigués mais droits. Ils ont été renvoyés comme inutiles. Ils ont choisi de ne pas l'être. Dans la boue normande, sous un ciel qui s'ouvre, cela dit tout. La guerre se gagne par des décisions simples, prises quand tout hurle de reculer. La courage n'est pas un éclat. C'est juste avancer, un pas après l'autre, jusqu'à ce que le cours bascule. Et il a basculé.